Votre rendez-vous économique de tout le week-end, c'est avec nous. C'est parti pour votre magazine Kiosque Éco. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro. 4 sujets sur cette table. Au menu, nous parlerons bien sûr de ces mesures urgentes contre la vie chère. Enfin, le décret a été signé. Vous aurez des détails dans ce numéro Kiosque Éco. Nous allons également parler de la RDC qui négocie une nouvelle ligne de crédit avec le FMI. Nous allons vous donner plus de précisions sur cette annonce du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui projette déjà une évaluation mi-parcours du gouvernement ou de membres du gouvernement. On va se quitter avec la COP 29 à Bakou. Que dire de la RDC, pays solution? Mesdames et messieurs, je ne suis pas seul. Nous recevons, comme d'habitude, ces visages qui ne sont plus à présenter. Je commence avec Gardi Diana, bienvenue. Merci, Guichou. Alors, nous vous avons entendu lors de précédentes émissions, vous avez alarmé autour du fait que la Première ministre continuait à retarder la signature du décret. Enfin, ce décret est signé. Quelle appréciation et que dire? Et quel danger pour la RDC? Je crois qu'on ne va pas parler en termes de danger. On a souvent alarmé parce que la décision a été annoncée avec pompe pendant un briefing et avec un service de communication après. Mais c'est aussi, comme on avait dit depuis toujours, c'est que pour un gouvernement qui ambitionne de mobiliser autant de ressources, avant de pouvoir amputer un peu de ses revenus, il faut se rassurer de comment couvrir le gap qui peut intervenir. Et je crois qu'après plusieurs discussions, certainement, mais en interne aussi, c'était question de trouver un compromis avec les opérateurs économiques. Et je suis heureux parce que quand je parle d'être heureux, la mesure principale, au-delà du fait qu'on a signé les décrets aujourd'hui, il y a eu une association entre le ministère de l'économie et l'IGF pour passer à ce que moi je qualifie de la mesure essentielle. La certification de stock pour éviter la spéculation qui, à la limite, fait en sorte que même quand on va dans l'idée de réduire encore, de supprimer certaines taxes, on ne sait pas vivre l'impact de cela dans le quotidien des Congolais. C'est justement parce que les opérateurs économiques ne sont pas des enfants de cœur, ils se servent de ça, ils créent la spéculation, ils font parfois la rétention de marchandises et créent un contexte assez tendu au marché pour pouvoir continuer à tirer profit malgré les exonérations de la part de l'État. Et je crois qu'on pourra dire qu'on est heureux, mais espérons que cette fois-ci, le contrôle se fera aussi de manière efficace. Mais jusque-là, je crois qu'on doit être heureux. Et moi, je suis heureux parce que j'ai vu que dans la complémentarité des mesures, on est dans une logique, moi, qui me satisfait. Dans la mesure où si on ne sait pas contrôler le stock, comme je le disais toujours, ça sera difficile de pouvoir veiller sur l'applicabilité de ça et surtout le crédit d'impôt qu'on aura accordé. Diana, vous avez alerté à un moment que la mobilisation de recettes serait offusquée par la signature de ces décrets qui devra revoir certaines mesures ou revoir à la baisse cette mobilisation de recettes. Et je me retourne vers Amédée. Est-ce que l'on peut dire que ça sera le cas pour un gouvernement qui projette déjà 49 000 milliards de budget pour l'exercice 2025, un décret signé qui touche un tout petit peu aux sources de mobilisation ou aux ressources? Est-ce que ce serait un danger pour la RDC? Bon, d'abord, il faut dire qu'on n'est pas encore en 2025. Ici, il s'agit du budget 2024. Oui, mais 2025 se prépare aujourd'hui. Oui, mais l'impact qu'on aura dans les 2 mois, ce sera sur le budget 2024, pas sur le budget 2025. Donc, oui, c'est vrai, mais ce que j'ai tenu aussi à observer, c'est que le gouvernement a annoncé ces mesures et le décret qui vient d'être signé par la Première ministre, mais on ne nous a pas dit ce que cela coûte pour les trésors publics, ce que ça va nous coûter. Ça n'a pas été dit. C'est vrai qu'on dit qu'on va baisser un certain nombre de biens, les prix des 9 produits plus exactement, mais on ne nous a pas dit ce que cela va coûter au trésor public. En fait, moi, c'est vrai que, bon, on voit que le gouvernement veut un peu améliorer les pouvoirs d'achat des Congolais, et soulager un petit peu les paniers de la ménagère. Mais moi, j'ai toujours été pas très favorable à ces mesures conjoncturelles qui s'éternisent. Parce qu'en fait, on devait d'abord se situer dans les contextes. Après la subvention avec le carburant, le pétrole et tout, une autre mesure ou d'autres mesures ou un cocktail de mesures qui se prennent un peu pour soulager, lutter contre la vie chère, mais ça pèsera sur les caisses. Ça va peser sur les caisses de l'État.
Et le problème, c'est que c'est d'année en année. C'est chaque année qu'on prend ces genres de mesures, qu'on amoindrit les caisses de l'État en accordant des subventions aux opérateurs économiques. Moi, je suis contre ça parce que je me dis, aujourd'hui, nous sommes à la première année du deuxième quinquennat du président de la République, mais ça veut dire que nous avons eu déjà à passer 5 ans du premier quinquennat. Si vous vous souvenez bien, déjà dans la deuxième année du premier quinquennat, avec la ministre Akasia Bandoubonla, elle avait pris la mesure notamment pour réduire le prix du carburant de 2200 à quelque chose à 1900 et quelques. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On en est encore à réduire et à réduire et à réduire. Moi, je suis pour que les gouvernements travaillent sur les structurels. Parce que je me dis, si on travaille sur les structurels, là, il y aura nécessairement un impact sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Vous savez, dans tous les ménages, il y a plus ou moins 5 postes de dépenses, 5 gros postes de dépenses. Et d'abord, les loyers. Un enseignant qui touche, par exemple, 400 000, et si vous lui demandez combien il paye les loyers, il vous dira peut-être 100 $. Ça veut dire qu'il touche 400 000, mais il dépense 300 000 francs juste pour les loyers. Voyez. Donc, le premier gros poste de dépenses dans un ménage, parce que ici, les mesures, c'est par rapport à la vie chère, non? Donc, vous voyez, le premier poste, c'est les loyers, les logements. Ça coûte extrêmement, ça pèse énormément sur le panier de la ménagère. Il y a ça. Il y a la bouffe, en deuxième lieu. Et ici, moi j'ai toujours dit qu'il faudrait investir sur les producteurs locaux de manière à ce qu'ils puissent produire localement afin que nous puissions avoir des produits à bon prix sur les marchés, en tout cas accessibles pour tout le monde. Le troisième poste, il y a la santé, il y a l'éducation et puis il y a les transports. Voilà les 5 gros postes dans tous les ménages, que ce soit dans toutes les sociétés modernes aujourd'hui, en France, aux États-Unis et tout et tout. Mais si vous remarquez bien, sur les 5 postes de dépenses dans chaque ménage, là où le gouvernement a institué de mesures structurelles, il n'y en a que 2. À ce qui concerne l'enseignement et la santé. Avec la gratuité de l'enseignement de base, ça a un impact direct sur le revenu des populations. Puisque une famille qui avait 3 enfants qui étudiaient dans un collège où ils payaient 200 $ par enfant, ça veut dire qu'ils dépensaient 600 $ pour les 3 enfants. D'un jour à l'autre, avec la gratuité de l'enseignement de base, ils ne paient plus les 600 $. Donc les 600 $, c'est vraiment un revenu qui est redistribué à cette famille-là. Ça, c'est quantifiable, c'est une très bonne chose. C'est ce que moi j'appelle un filet social qui est important, structurel. Du côté aussi de la santé, il y a la couverture santé universelle. Aujourd'hui, on en est encore au premier palier avec la gratuité de la maternité. D'après les informations, d'ici la fin de l'année, 1 million de femmes vont bénéficier de la gratuité de la maternité. Nous, tous ici, nous sommes parents, nous savons que pour une naissance d'un bébé, ça soulage. Ouais. Donc, quand on sait que ça peut nager au bas mot 400 $, donc si 1 million de femmes bénéficient de ça, vous voyez que ça a un impact. Mais il reste les 3 autres postes, c'est-à-dire la bouffe, les loyers et les transports, où le gouvernement n'a pas de filets sociaux, n'a pas de mesures structurelles. Or, s'il veut vraiment agir et impacter la vie chère des Congolais, il faut aussi tabler sur les 3 autres secteurs. Très bien. Alors, je souligne un mot. Eric, Amédée parle de mesures structurelles pour lutter contre la vie chère. Le gouvernement a fait un pas qui, pour lui, ne devrait pas être... devrait pas en être un au regard des attentes, mais aussi des urgences qu'il y a face à la République démocratique du Congo. Alors la question est simple. Aujourd'hui, prendre un décret pour quelle durée de vie, à votre avis? Ce n'est pas une première. Merci, on va consulter l'histoire avec le pétrole. La subvention qui revient, ça pose déjà problème. Pour quelle durée de vie? Justement, merci pour la question, Chongo. Je suis d'accord avec Amédée, ce qu'il dit, mais moi, j'aurais voulu que l'on combine les deux à la fois. Parce que nous n'avons pas une situation stable depuis de longues années. J'aurais voulu que l'on fasse à la fois les structurels, comme il le veut, pour durer dans le temps, mais aussi à ne pas oublier par rapport aux attentes de notre population pour faire aussi les conjoncturels. Je le dis pourquoi. On a ciblé 9 produits, mais quel est ce produit qui a déjà baissé le prix entre-temps?
Parce qu'il faut attendre toujours le structurel. Connaissant nos priorités ici chez nous, ça va durer et la population va se lasser, ça pourra encore créer des grognes et ça ne sera pas de la calmie ici dans la maison. Et je pense que les deux peuvent être activés au même moment. C'est ça le piège justement. Le président de la République, il est aux affaires depuis 2019. Et oui, mais il faut partir de là. Les attentes. Il faut partir de là que ça fait 6 ans qu'on est dans les mesures conjoncturelles et ça continue. C'est ça le problème. Justement, moi j'aurais voulu que l'on active le 2. Pour Amédée, ça saigne un peu. Oui, pour Amédée, il faut être, il faut comme un coprêt qu'on aille directement dans le structurel et qu'on abandonne le conjoncturel. Pas du tout. Non, c'est ce que vous êtes oui, au fait, il faut combiner. Vous savez, dernièrement, j'ai suivi, pour ne pas te couper, dernièrement, j'ai suivi la présidente tanzanienne qui était aux États-Unis. Il y avait un sommet sur la sécurité alimentaire et j'étais heureux d'entendre la présidente tanzanienne dire que son pays a atteint un taux d'autosuffisance alimentaire de 128%. Et que ça permettait maintenant au pays d'exporter l'excédent de cette production-là. Et elle a mentionné quelque chose. Elle dit que le fait que le pays a produit suffisamment de biens alimentaires, ça a permis de stabiliser les taux d'inflation à 3% dans le pays. Vous savez ce qu'il y a comme implication quand on stabilise les taux d'inflation à 3%? Ça veut dire que les gagnes petits, il peut aller, le panier de la ménagère, il est bien fourni. Ça va quitter même le sachet de la ménagère pour redevenir véritablement le panier de la ménagère. C'est ça le sachet dont je parle. Et le sans problème, j'en conviens, mais seulement je regarde aussi notre population. Il faut tâter la température de chez nous. Notre population est restée longtemps en train d'attendre toujours de bonnes mesures qui n'arrivent jamais. On a ciblé 9 produits. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Avec le lait, avec le poisson, avec le sucre, avec la farine, etc., etc. Alors, je ne voudrais pas que cette population reste toujours dans l'attente. C'est comme ça que je dis, on active le 9 produits concernés par ce décret, justement. Justement, moi, il fallait d'abord le signer. Je salue, même si c'est arrivé au moment où nous, on s'y attendait le moins. Mais j'ai salué le fait que madame, la première ministre Julie Soumina Toulouka est signée. Ça, j'applaudis les deux mains. Mais ce n'est pas tout pour Amédée. Oui, ce n'est pas tout non plus pour moi. Mais seulement, je voudrais que l'on active les deux positions, les deux options plutôt, pour que l'on puisse avancer. Sinon, notre population dirait, ah ben, c'est toujours comme ça, les autorités prennent des décisions et puis après, on ne voit rien venir. Ils sont nombreux, ces Congolais qui attendaient qu'après la baisse du prix du carburant à la pompe, qui voient quand même que le riz puisse baisser aussi. Mais ils en sont à déchanter aujourd'hui. Ils se posent la question, mais qu'est-ce qui a fait qu'on a toujours dit, mais c'est les transports qui parfois fait alourdir le prix. Mais le prix à la pompe a baissé. Mais pourquoi est-ce qu'on continue toujours à avoir du mal à accéder à ces produits-là? Voilà. Et puis, comme Amédée évoque le fait que le loyer bouffe beaucoup d'argent, je suis d'accord avec lui. Et je salue ici, parce que j'ai vu quand même venir un projet pour l'extension de la ville de Kinshasa. J'aurais voulu que l'on puisse aussi quand même embrayer sur ces sujets-là. Aussi longtemps que l'État n'aura pas de maison construite, nous allons toujours souffrir, nous autres qui sommes locataires. Acquérir une maison à Kinshasa, ça devient un luxe incommensurable. Comment va-t-on arriver à ça? Vous êtes un enseignant, vous êtes un policier, vous êtes un journaliste. Combien vous avez à la fin du mois? Combien vous épargnez pour un jour vous offrir un toit acceptable? Nous autres ici, puisque nous passons déjà à la télévision, nos enfants sont indexés aussi. Hein. Votre papa passait à la télévision, il racontait sa vie, qu'est-ce qu'il vous aura laissé. La maison passe pour être un héritage important. Aussi longtemps qu'on n'aura pas construit, l'argent, tout l'argent que nous gagnons, ils iront prioritairement dans ces chapitres-là. On a comme l'impression que Madame la Première ministre s'est retrouvée face à une contrainte, ce sont les fêtes de fin d'année. Voilà pourquoi elle a précipité la signature, tout en sachant que peut-être après les fêtes, on pourra revoir certaines choses. Regardez Diana. Non, je ne pense pas que ça soit contrainte parce qu'elle est chef du gouvernement. Parce qu'elle a attendu longtemps. Non, c'était promu. Elle a attendu longtemps. Oui, c'est pas venu. On attend ça. Et à quelques mois de fête de fin d'année, elle signe enfin. Je reviens parce que l'autre volet de votre question au départ était le danger. Sur ces plateaux, on a évoqué le problème d'amputer l'état de ses ressources. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de danger. Non, ce n'est pas ce que je dis. Au départ, on se posait la question sur le pourquoi de ce retard. Et on se disait, il était difficile de prendre une mesure aussi brusque pour un gouvernement qui comptait mobiliser autant. Et la vérité aujourd'hui, c'est que dans les éléments internes,
Qu'est-ce qui permet à la Première ministre de signer aujourd'hui? Est-ce contrainte? Moi, je ne pense pas que ça soit question de contrainte. Moi, je pense plutôt que c'est question de quelqu'un qui a pris suffisamment du temps, réfléchi, parce qu'il y a eu, il ne faut pas oublier, il y a un comité de conjoncture qui siège régulièrement, qui définit la politique gouvernementale. Il y a eu des travaux avec le ministère des Finances pour trouver des niches. Je peux vous en citer si vous voulez. Aujourd'hui, par exemple, on part sur l'idée de pouvoir mobiliser suffisamment sur le jeu de Paris, qui, l'année dernière, ont mobilisé jusqu'à 1 milliard, mais que l'État n'a capté qu'à peine 1 million. Et c'est peu suffisant. Il y a des mécanismes, il y a eu de réformes menées pour pouvoir permettre à l'État de capter un peu plus. Et il y en a plein comme ça. Mais pour moi, c'est comme je dis, cette mesure, on risquerait de se dire, ok, tiens, on veut le conjoncturel. Mais moi, ce qui me permet d'excuser ces gouvernements à ces niveaux, parce que Eric dit, il est possible de faire les deux, moi je pense qu'on fait les deux. Il ne faut pas oublier. Les structurels est incompatible avec l'immédiateté. Or, l'immédiateté, c'est le vécu de tout le jour et c'est un élément intégrant de la vie de société. C'est pourquoi les conjoncturels existent. Quand vous avez un gouvernement dans son budget, et Adméda en parle, mais c'est parce que 41% de ces budgets, je vous signale, est orienté vers le projet d'investissement. 48% du budget général. 48% du budget général. À ces niveaux-là, c'est un signal. Ce que nous, on attend maintenant, c'est que cette orientation prenne corps, qu'on applique et qu'on s'investisse sérieusement. Parce que parmi les autres projets structurels dont on salue ici, parmi les projets PDL 145 territoires, qui s'est retrouvé à court de financement à un certain moment, il a fallu faire de coupe à gauche, à droite, il fallait faire de l'orthodoxie financière pour pouvoir continuer ces projets. C'est ce que nous, on ne veut pas. Deuxième élément, quand on en parle, c'est vrai, je suis d'accord avec lui, depuis toujours ces gouvernements et dans le conjoncturel, mais il y a eu d'autres gouvernements. Le bonheur, c'est qu'avec le gouvernement Soumina, il y a des signaux qui nous prouvent à suffisance qu'ils intègrent les éléments essentiels, et à la fois conjoncturels et structurels, pour pouvoir permettre à franchir ce cap-là. Jusque-là, on est dans les signaux et dans les considérations d'ordre général. Ce qui fait qu'on ne peut pas prêter des intentions aux gens qui nous prouvent à suffisance qu'ils entendent et veulent poser les actes allant dans ces sens-là. Donc, en gros, ici, sur cette mesure, vous avez parlé de la question de la fin de l'année. Oui, c'est une question très cruciale parce que la période de fin d'année est une période assez cruciale, surtout pour l'économie interne. Qui demande beaucoup plus de stabilité sociale. Exactement. Ce qui fait qu'à ces niveaux-là, il faut anticiper. Moi, je pense que c'est voulu, peut-être c'est calculé, pour éviter la surchauffe à cette période-là et retomber dans le travers d'autrefois. Est-ce une contrainte? Je ne pense pas. Pour moi, je pense que c'est plutôt... Est-ce que le gouvernement pourra tenir, puisqu'il y a déjà une mesure qui continue à tergiverser un tout petit peu? Je vais revenir sur celle-là, avec le pétrolier et tout, le respect de prix à la pompe, non. En tenant compte également de la subvention. Non, oui. Non, la mesure ne souffre pas. La mesure ne souffre pas. Le problème, c'est qu'il y a eu un problème dans le versement de la subvention de la part de l'État. Et je crois qu'il y a eu, 58 millions qui a déjà été versé. Et qu'il reste une partie à verser. Il ne cesse de s'en plaindre. C'est vrai que la structure des prix est respectée. En fait, il ne cesse pas de s'en plaindre. Mais un opérateur économique, quand il se plaint, ça se constate sur terrain. Ça veut dire qu'il y a eu des tables rondes où ils ont discuté. C'est vrai que cette fois-ci, il y a eu un problème. On va risquer d'aller encore dans la thèse d'Amédée qui pense qu'il faut appliquer le prix réel et qu'il faut quitter cette subvention. Oh ouais. Moi, j'ai un il a dit, ça c'est une thèse. Mais la question, je reste dans la marge dégagée par Amédée comme toujours. Vous parlez de 400 millions. Mais quelle est la garantie que le 400 millions amputé des subventions de pétroliers pourra réellement apporter l'investissement? Parce qu'on a mis en place des sommes et des projets qui coûtaient énormément plus que ça. On n'a rien vu. Il n'y a pas une garantie que si on décidait de couper le 400 millions, il y aura vraiment, cet argent serait réorienté vers le projet intégrateur comme il le veut. Quand on connaît la nature des politiques ici, pour moi, je le répète et je le dis toujours, c'est la plus grande dépense sociale. Quand on parle de la redistribution, pour moi, il n'y a pas meilleur indicateur où chaque Congolais peut estimer, bénéficier d'une subvention de la part de l'État. Voilà. C'est vrai qu'il a raison là où il dit qu'il faut passer à autre chose, mais il ne faut pas oublier. J'ai dit toujours aux gens, le Congo a un retard de plus de 1000 ans. Et aujourd'hui, il faut faire avec le conjoncturel et les structurels. Et heureusement pour moi, quand vous regardez la cartographie, la présentation du budget, même si que dans la programmation, il y a quelques failles, mais vous sentez que c'est des gens qui vont vers l'idée de pouvoir s'investir dans les structurels, mais sans négliger les conjoncturels, qui est un élément au quotidien. Ça, c'est une réalité de fait. Bon, je prends avec plaisir le clin d'œil que Gardi Diana vient de me faire. En fait,
qu'est-ce que je dis au fait? Vous avez suivi dernièrement la dernière sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances. Oui, il a confirmé. On a payé 400 millions de dollars en 2023 aux pétroliers. On a payé 400 millions de dollars en 2022. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, le pays paye chaque année plus ou moins 400 millions de dollars qui vont entre les poches d'une dizaine de pétroliers distributeurs. Et quand on évalue, justement, au premier quinquennat du président de la République, ça veut dire que nous avons, les trésors publics congolais à payer 2 milliards de dollars à une dizaine de bonhommes distributeurs pétroliers. 2 milliards de dollars. Alors, dites-moi, chers amis, entre nous. Et 2 milliards, c'est pas la porte à côté. Entre nous, chers amis, les 2 milliards de dollars là, s'ils étaient investis, ne serait-ce qu'un milliard, pour rendre fluide, pour réhabiliter par exemple la RN, la nationale numéro 1, de Mwanda jusqu'à Kasumbalesi, pensez-vous ce que serait l'implication d'un tel ouvrage sur le plan économique? Pour réhabiliter la RN manque. Non, mais ça, ici on parlait de quoi? Il faut qu'on s'entende. Ici, il s'agit de l'argent. Ici, il s'agit de l'argent que l'État congolais a mobilisé et il a dépensé pour de l'argent mal orienté. Mal orienté, mal affecté. Aujourd'hui, on a réduit les carburants des 400 francs congolais. Mais il n'y a aucune incidence. Aucune, même pas sur les transports. Même pas sur les transports. Direct, rien de rien. Aucune. Il n'y a aucune incidence. Et il n'y en aura pas sur le bien des services. Donc l'État perd de l'argent année après année. Et pourtant. Ça, c'est un regard optimiste. Et pourtant, si on affectait... Moi, je suis pour que... Vous savez, c'est pas que je ne suis pas le plus riche de la RDC. Mais pour moi, en tout cas, quand l'État réduit de 400 francs congolais les litres du carburant, ça ne m'affecte aucunement. Ce que moi je veux, c'est que c'est avec ma voiture que je puisse rouler sur de bonnes routes pour que je ne puisse pas chaque mois aller voir le mécanicien, que je puisse trouver une fluidité de la circulation, pas les embouteillages où je suis pendant 4 heures du temps dans un embouteillage, ça consomme tous les carburants que j'ai achetés. C'est un exemple donné pour dire que les mesures conjoncturelles ne profitent pas au Congo. Ne profitent pas du tout. Moins encore aux Congolais. Il a en partie raison, mais moi c'est un peu mal aidé. De réduire et combattre la vie chère, ça profite quand même aux Congolais. Non, il doit faire la part de choses. J'ai toujours, et je répète encore cet exemple. Aujourd'hui, nous sommes tous ici. Un papa qui habite Kingasani, un fonctionnaire qui travaille tous les jours à la Gombe, au bâtiment de la fonction publique, tous les jours, il dépense pas moins de 10 000 francs congolais chaque jour pour venir à Gombe. Je pense qu'on est tous d'accord ici. Oui. Mais si l'État congolais... Il dépense moins s'il attend Transco, à l'arrêt de la place... Mais comment il va attendre Transco? Transco n'a pas de bus. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis ceci. Monsieur Guichou, il dépense 10 000 francs tous les jours. Et dans le mois, ça peut lui faire 200 000 francs dépensés juste pour les transports. Et pourtant, si on avait un Transco avec 2000 bus, ou quand tu es à l'arrêt, 5 minutes après, tu prends ton transport, tu viens jusqu'en ville, de Kingasani à Gombe, de Mboudi, je sais pas moi, à Lupin, tu payes 1000 francs. Ce papa-là ne dépenserait que, par exemple, 2000 francs par jour, tous les mois. Et voilà. L'incidence est directe. C'est pourquoi moi je me dis, écoute, on peut faire... Vous êtes tous des journalistes. Vous savez combien le gouvernement congolais a payé à Transco ces 2 dernières années? Pas grand-chose. Mais quand on dépense 400 millions pour donner aux pétroliers, où est l'incidence? On peut renforcer la société de transport. Je ne balaye pas comme ça tous les arguments développés par Amédée, mais seulement je voudrais qu'on contextualise quand même notre manière de vivre ici. On donnerait 1 milliard de dollars américains pour réhabiliter la RN numéro 1. Mais on mettrait combien de temps pour terminer? On sait comment ça se passe. Combien de fois a-t-on déjà déboursé de l'argent ici, par exemple, pour faire la route Kalamba-Mbouji dans le Kasaï? Combien de fois? Plus de 4 fois. A-t-on déjà réussi à réaliser véritablement cet ouvrage-là qu'on attend de nous tous? Moi, je pense que la rigueur doit être... C'est normal qu'il aille dans les poches des... Non. Seulement, je voudrais que l'on puisse balancer dans le 2
être exigeant. J'en conviens. Moi, je ne suis pas contre le structurel, mais seulement je voudrais que l'on tienne compte. La population a beaucoup trop attendu, cher Amédée. Construire la RN numéro 1 nous prendrait combien de temps de Mwanda jusqu'à Kasumbalé, ça nous prendrait combien de temps? Mais à peu près. Un chemin de 1000 km commence par un premier oui, j'en conviens. Le temps que ça prendra, mais c'est pas. L'impact peut-être. On ne pourra pas faire 10 ans pour ça. Non, oui, d'accord. Moi, je ne suis pas contre que l'on puisse réhabiliter. Oui. Mais je voudrais aussi que l'on puisse, par exemple, aussi multiplier les types de transport, par exemple. Vous avez évoqué le fait que si jamais il payait son bus de Kingasen jusqu'à la Gombe, il dépenserait moins. J'en conviens. Mais j'aurais peut-être voulu que l'on puisse avoir une autre inventivité. Pourquoi ne pas, par exemple, exploiter notre fleuve? C'est toujours le structurel. Oui, tu me rejoins. Oui. C'est ça. Vous et moi sommes un peu dans un entrelacement. Oui. La pensée de Gardidiana est de ressortir que le conjoncturel, à un moment, est essentiel et idéal. Oui, je ne dis pas que c'est faux le totalement. cas de cette mesure, par le exemple, cas de ce décret, vous savez, ça très souvent, nous ne regardons que la route. Un problème. Très souvent, nous ne regardons que la route. Mais croyez-moi, je suis humble, comme je le dis. J'aurais voulu que l'on puisse lancer certains bateaux qui feraient, par exemple, le beach mobile vers la ça rentre dans le structurel. Maloukou vers beach mobile vice versa. Et donc, je vais vous départager. Oui, justement. Parce que chez nous, malheureusement, il y en a ceux qui ont eu aussi à prendre de l'argent pour... il faut équilibrer. Sinon, notre population va gronder et ça sera difficile. On doit prendre un deuxième sujet. Vous savez, il n'y a pas à s'entretenir sur les... Ce n'est pas un débat entre le conjoncturel et le structurel. Non. Ce n'est pas ça. La priorité. La question aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. On était d'accord ici que ces mesures-là ne peuvent pas être prises. Ces décrets ne peuvent pas être signés de manière alambiquée au risque de déranger à la capacité de mobilisation de l'État congolais. Ce gouvernement a pris suffisamment du temps. Au niveau de la commission ECOFIN, la commission, si c'est le comité conjoncturel, il y a eu des débats à ce niveau-là pour pouvoir trouver comment rendre effectives ces mesures sans pour autant déranger à la capacité de mobilisation de l'État. C'est-à-dire que ça a pris le temps. On s'en indignait ici, nous tous. Mais la question, est-ce que ces mesures-là peuvent apporter des résultats? Je comprends la crainte d'Amédée, mais on se mettrait tous d'accord ici que la plupart, même quand il évoque par exemple la question du carburant, le problème se trouve dans l'encadrement de ces dépenses sociales. Il est impossible de pouvoir aller de manière générale dans ça où même le pétrolier, certaines sociétés qui ne devraient pas se retrouver bénéficiaires de cette subvention s'en retrouvent juste parce qu'on aime le général. Ça, c'est une paire de monstres. Il ne faut pas jeter l'eau du bébé et le bébé. Ça, c'est la plus grande difficulté. Par exemple, quand il parle question de transport encore, l'incidence sur les circuits économiques, ça encore, c'est un problème. C'est à ce niveau-là, l'autorité interne. Papa, il existe un barème de prix de transport de chaque trajet et autre. C'est pas respecté. C'est pas... Justement, ça, c'est... Non, justement, j'arrive... Qui respecte ça? Non, mais justement, je sais qu'aujourd'hui, tu es virevoltant. Mais pourquoi c'est pas respecté? C'est pas par des faits économiques, ça c'est un problème administratif en interne où chacun fait ce qu'il veut. Non, permets-moi de finir. Je sais qu'aujourd'hui tu as envie de beaucoup parler. Vous n'allez pas me dire, cette forme de spéculation qui existe dans le transport n'est pas du fait qu'on réduit, ça c'est un manque d'autorité en interne. Quel est le lien que vous faites avec? Je vous donne un autre exemple. C'est justement parce que l'État est déficitaire dans le secteur des transports. Un point barre. Oui, mais s'il y avait suffisamment de bus Transco, il n'y aurait pas de transport à 3 000 francs. Est-ce que tu vas t'arrêter? Il n'y en aurait pas. Permets-moi. C'est ça. En fait, le structurel. Non, encore une fois de plus, vous revenez sur, vous voulez opposer les structurels au conjoncturel. Le problème n'est pas ça. Parce que non, regardez. On est à la 6e année du pouvoir du président de la République, s'il vous plaît. C'est la 6e année, on en est là. Lâche un peu la parole. Vous savez, si je dois rentrer dans les considérations que vous faites, c'est-à-dire vous personnalisez, c'est-à-dire vous fixez le timing. On est à la 6e année du chef de l'État. Vous me ramenez dans les considérations politiques pour vous dire que ce chef de l'État-là a certes tourné pendant 6 ans. Dans le conjoncture, s'est rendu compte que c'est difficile, mais pour des raisons d'ordre politique, il sait qu'il a besoin d'un bilan et qu'il faut faire quelque chose et que cette population ressente. Les structurels est incompatible à l'immédiateté. Ce qui répond à l'immédiateté, c'est le conjoncturel. C'est pourquoi vous n'allez pas l'interdire de projeter les structurels. Le Congo a besoin du 2. Ouais. C'est-à-dire en priorité. Il n'y a pas question de priorité. Guichungu, vous ne laissez pas d'attendre. Pour mettre la porte de votre maison, vous n'avez pas besoin de garder vos enfants affamés. Ce n'est pas possible.
Ça veut dire que vous allez calculer. S'il faut que j'ampute dans mon budget pour mettre cette porte à la maison, je veux continuer à amputer, que les enfants bouffent régulièrement et que je me mette dans une perspective à moyen ou long terme. Ça dépendra de qu'est-ce que vous gagnez. Vous ne pouvez pas interdire à l'État d'être dans le conjoncturel qui, par aisance, veut dire le vécu quotidien, les présents, le toujours et le réel. Les structurels dans un pays comme un chantier comme la RDC, papa, c'est pas maintenant. Je vous chute. C'est pas maintenant. Nous devons nous y engager. Pas du tout. L'engagement est là. Ouais. Là, franchement, Et puis nous devons avancer. C'est pas maintenant. Encore une fois de plus. C'est maintenant. Quand je vous dis que c'est pas maintenant. s'il vous plaît, si on parle à tout moment, c'est l'anarchie. Quand je vous dis c'est pas maintenant, Amédée sait qu'aujourd'hui, pour investir, pour obtenir les résultats, c'est pas l'immédiateté. Est-ce que ça, on a besoin de les dire très bien. En anglais? Alors, ma question... Les structurels, faut s'engager et attendre les résultats. Très bien. Alors, dans les jours à venir, ma question... les structurels. Moi et lui, on est d'accord sur le projet 145 hectares, sur la question des infrastructures. Ça fait combien de temps qu'on a engagé ces projets? Est-ce pour autant qu'on va attendre les résultats escomptés maintenant? Il parle de la gratuité. Il y a des projets de construction d'écoles qui en a besoin pour pouvoir apporter la dimension qualité dans ce que lui il appelle aujourd'hui un projet structurant. Mais ce n'est pas maintenant. Ça veut dire que les résultats, il faut attendre 2-3 ans pour pouvoir les récolter. Ma question... Est-ce que pendant ce temps, on fait comment? Monsieur Gardi-Diana, ma question s'oriente et nous amène à la deuxième thématique. On parle de la RDC, Amédée, qui négocie une nouvelle ligne de crédit avec le FMI, 2,5 milliards de dollars américains. Votre commentaire? Oui, avant de répondre à cette question, juste une parenthèse pour dire à Guy Amédée ne lâche pas prise. À Gardi-Diana, on peut passer du conjoncturel au structurel en moins d'une année. Ouais. Voilà. Ah, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Aujourd'hui, j'ai un point de vue extrêmement concret dans le contexte congolais. Voilà. Alors, par rapport... Et si on veut aller secteur par secteur, je vous prouvais que c'est difficile. Mais pas impossible. Bon, voilà. Ouais, on passe ma au deuxième question qui annonce la deuxième thématique, justement. Oui, 2,5 milliards de dollars pour 2 programmes. Voilà, c'est l'option que le gouvernement a prise. Après les succès de ce premier programme triennal avec le FMI, bon, moi, ce qui me frustre un peu, c'est que quand je vois déjà ce qui est dit par rapport à ces 2,5 milliards de dollars, c'est qu'il y a pour la FEC, la facilité élargie de crédit, le 1,5 milliard de dollars, selon la volonté du FMI, c'est que cet argent puisse aller à renforcer les réserves de change de la RDC. Et ça, moi, ça me dérange un peu. Aujourd'hui, les réserves de change de la RDC sont autour de 6 milliards 100 millions de dollars américains. Ça représente plus ou moins 4 mois d'importation des biens et services sur ressources propres du gouvernement congolais. Alors, il y a les critères de déconvenance de Banque centrale en Afrique qui fixent à 3 mois. Si un pays a des réserves de change équivalent à 3 mois oui, d'importation des biens et services sur base des réserves qu'il a, c'est bon. Mais nous en sommes à 4 mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons 1 milliard de dollars dans les 6 milliards de réserves là, qui logent dans la Banque centrale sans rien faire, alors que nous roulons sur des routes défoncées, nous avons des ports obsolètes sur tous les longs du fleuve Congo. C'est ça le problème. Moi je me dis, mais pourquoi doit-on renforcer encore les réserves internationales alors que nous en avons déjà plus que ce qui est prévu selon ce que demande... Ça c'est la suggestion du FMI. Mais pourquoi nous devons accepter les dictats du FMI? Nous sommes un pays souverain quand même. Guichon. La politique de la main tendue. Écoutez. Parlons-en. L'État, c'est comme un foyer. Vous et moi, aujourd'hui, nous avons chacun 100 millions de dollars, disons 100 000 dollars. Moi, je prends mes 100 000 dollars, j'achète une maison. Vous prenez vos 100 000 dollars, vous mettez sous les matelas. 2 ans après, ma maison là, je sors ma maison, je vous présente ma maison. Vous aussi, vous sortez vos 100 000 dollars. Vous serez incapable d'acheter ma maison à ce prix-là. Pourquoi? Parce que l'argent
les dollars, bien que c'est des dollars, mais ça s'est dévalué. Moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, ici en 1994, les petites maisons de Lembala se vendaient à 9 000 $, 9 000, 10 000 $, 11 000, 12 000 pour les maisons qui sont au niveau de coin là. Mais aujourd'hui, allez, ça coûte combien? 50 000 $. Ça veut dire, je ne peux pas comprendre qu'un pays aussi pauvre comme la RDC, qui a tant de défis, peut continuer à garder de l'argent qui peut investir dans des secteurs porteurs pour stimuler la croissance, mais il continue à aller. Pourquoi ce choix? En tout cas, je m'interroge. C'est ce qui me dérange un peu dans cette option. Oui, moi, je pense plutôt qu'avec le 2,5 milliards... Doit-on féliciter? Oui, bon, pour aller chercher l'argent, moi, je ne suis pas contre, mais seulement ça va peser sur nos générations futures. Là, on est en train d'emprunter. On devra rembourser un jour. Et avec le taux qui pourrait... Il faut que ça s'arrête un moment? On peut s'affranchir. Parce que déjà, on a prouvé, noir sur blanc, que nous avons aussi une forte capacité de mobiliser au niveau de la maison ici, sur le niveau domestique. On peut mobiliser l'argent. Mais seulement, je voudrais que l'on puisse orienter cet argent-là, notamment dans les infrastructures, mais que l'on soit sérieux. Nous avons 145 territoires. Je prends la province, il s'appelle Gishungu, la province de Sankuru, c'est au centre, ça fait Lomela, Kole, Katako, Lusambo, Lubefu, je ne sais pas, Wemba, et puis Lusambo, Loja. Il n'y a même pas un seul mètre d'asphalte. Nous sommes au XXIe siècle. J'aurais voulu que là aussi, qu'il y ait quand même des écoles acceptables. Parce que les enfants, ben, nous les aurons toujours. Mais encore faut-il que lorsqu'on a lancé, par exemple, la gratuité de l'enseignement, qu'il y ait aussi des infrastructures capables de pouvoir accueillir nos enfants. Il n'y en a pas. Et lorsque nous pouvons, que nous voulons le créer, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons encore lancer une fois de plus des études. Pourquoi on ne devra pas prendre le plan qui existe déjà? Pourquoi ne pas, je prends un exemple bête comme ça, j'ai dit, pourquoi on ne prend pas le plan du collège Mobutu de Kinshasa, que l'on ait construit ça par exemple à Kolé, à Lomela, à Tchumbe par exemple? J'aurais voulu que cet argent-là soit consacré uniquement aux infrastructures de base. Quand j'évoque l'école, c'est autant de le dire par rapport à l'hôpital, c'est autant pour les routes, pour le pont, etc. etc. Mais le mal de chez nous, c'est quoi? Lorsqu'on donnera l'argent à nos propres frères, congolaises et congolais, faites-nous X routes, eh l'argent va encore se volatiliser. Donc, je voudrais que l'on soit regardant. Prendre de l'argent au niveau du FMI, mais que ça serve à quelque chose. Un peu comme au Brésil, où on a vu, ils se sont empruntés avec d'énormes sommes d'argent, mais on a vu quand même l'infrastructure exister chez eux. Vous pensez que ça sera un manque à gagner pour la RDC de prendre 1 milliard comme réserve d'échange? Non, je ne pense pas. Parce que tous ceux qui fréquentent connaissent que quand vous allez par exemple sur la facilité des crédits élargis, c'est des fonds quand ils arrivent avec des orientations très claires. Les règles de jeu ne changent pas. C'est pour soutenir justement ces États qui ont des problèmes au niveau de balance paiement. Je suis d'accord avec Amédée que nous en termes de réserve, on a suffisamment pour pouvoir restructurer les choses. Mais puisque c'est la condition sine qua non, il ne faut pas oublier qu'arrive après la conclusion de la 6e revue, l'État congolais, là où on parle de 2,5 milliards. 1,5 c'est pour l'autre, mais il y a 1 milliard sur 3 ans que l'État congolais négocie pour aller vers l'investissement. Les facilités de résilience et de, je crois, des équilibres, c'est FRD, j'ai oublié le terme de la fin, c'est justement l'argent, le fonds de résilience et de durabilité. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui franchi un palier dans nos rapports avec le FMI qui nous permet de pouvoir engager des négociations, notamment avec des ressources qui nous permettent d'aller vers le projet intégrateur, le projet d'investissement. Pour le 1,5 milliard, la crainte est logique, mais on peut parler comme on veut. On sait que généralement, l'orientation de ce fonds vont justement à ces niveaux-là. Ça ne va pas changer. Mais c'est plutôt à ces niveaux-là, le 1 milliard sera pour l'investissement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas me parler d'un élément néfaste. Pour moi, ça peut nous permettre de... Est-ce qu'on peut dire qu'il est grand temps pour la RDC de s'affranchir ce qui est sûr, c'est que s'affranchir des institutions de Bretton Woods peut paraître comme un idéal pour la plupart d'entre nous. Mais la question, c'est quel est le prisme congolais sur le rapport avec ces institutions? Moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. On l'a toujours dit ici, la notion du développement, on ne va pas aller chercher de l'argent pour venir développer, parce que la preuve, avec ce que nous mobilisons nous-mêmes, on est incapable de pouvoir investir. C'est dans ce facteur de... Même avec ce qui nous vient de l'extérieur, c'est aussi difficile d'investir. Non, le problème, ça a été attesté. Le problème, c'est que ces partenaires-là ne viennent pas pour vous aider à consommer leur argent. Ils vous aident à asseoir les agrégats.
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'on a conclu la 6e revue et qu'on a été bon élève, qu'on va maintenant cette fois-là élargir pour bénéficier cette fois-ci de ressources qui iront directement vers les projets d'investissement. C'est-à-dire qu'on a franchi un cap. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a la question de la bonne gouvernance qui est une priorité pour l'institution de Bretton Woods. Ça peut paraître paternaliste pour la plupart, mais c'est ça l'orientation. Nous aider à remettre de l'ordre dans notre gouvernance et puis fonctionner comme un État normal. Et ça, c'est un élément pour moi qui dépend de nous d'abord. Maintenant, on a réussi la première étape de faire preuve qu'on est capable de gérer convenablement, ce qui nous revient. Maintenant, on a de ressources pour ramener vers le secteur d'investissement. C'est à ce niveau-là qu'on verra. Et ça, encore une fois de plus, si on arrive à faire preuve de bons élèves comme on l'a fait autrefois, ça nous permettra de gagner et de pouvoir négocier en des termes selon le besoin de convenance. Guchungu, je crois qu'en matière d'économie, il sera difficile pour un État de ne pas être en contact avec les institutions. Même les États-Unis, qui est une puissance aujourd'hui, est lourdement endetté. Il faudra qu'à un moment ça s'arrête. Lourdement endetté. Non, le problème n'est pas la dette. La dette est une valeur de développement. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites de la dette? C'est ça notre plus grand problème. Mais c'est là où ça cache chez nous. C'est ça la vérité. Le problème n'est pas en soi qu'on ait contracté une dette ou qu'on soit en programme avec le FMI. Le problème, c'est que les ressources obtenues, qu'est-ce que nous en faisons? Avons-nous une feuille de route bien définie? Avons-nous des projets bien ficelés? Est-ce qu'on sera sérieux dans la gouvernance de ces fonds pour pouvoir appliquer et avoir les résultats escomptés? C'est à ce niveau-là. Et ça, ce n'est pas le problème du FMI, c'est notre problème. Alors, on va aborder le troisième sujet rapidement, puisqu'on doit se quitter. Je pense qu'on ne pourra pas parler du quatrième et le dernier. Faute de temps, Amédée, on parle d'une évaluation mes parcours des membres du gouvernement. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a annoncé. Pour quelle fin? Est-ce une priorité ou une nécessité? Ce n'est pas une nécessité. En tout cas, de mon point de vue, non. Ce n'est pas une priorité non plus. Et moi, j'attends voir comment cela va se passer, puisque, vous savez, moi, j'ai l'habitude d'analyser un peu les états des suivis budgétaires du ministère du Budget. C'est là qu'on voit la consommation dans chaque secteur, dans chaque ministère. Et l'analyse arrive toujours à démontrer qu'il y a certains ministères qui sont mieux lotis, qui ont suffisamment, pour qui on paye les dépenses régulièrement et qui sont même en dépassement budgétaire, pendant que d'autres sont encore au niveau de 20%, 30% des prévisions linéaires. C'est-à-dire que c'était prévu qu'il ait 1 million après 8 mois, mais après 8 mois, il n'a que 200 000 $ sur les 1 million qu'il devait avoir. Alors, comment vous allez évaluer un tel ministère qui devait, en principe, recevoir 100 millions du Trésor public, mais pendant ce temps-là, il n'a reçu que 20 millions. Comment vous allez les juger? Alors, comment vous allez juger le ministère du Budget qui... On peut juger avec ce qu'il a reçu. Vraiment. Ça n'exclut pas un jugement. Une évaluation peut se faire avec ce qu'on a. Oui, mais quand on n'a pas, on ne sait rien faire. En fait, moi, je dis que les ministères ne sont pas logés à la même enseigne, en fait. En fait, il y a certains qui, ça peut être selon les priorités du gouvernement. Voilà, ça peut être que selon les priorités du gouvernement pendant les 4 mois, on voit que le gouvernement lutte plus contre la vie chère. Donc, on peut voir qu'il y a des crédits orientés plus pour le ministère de l'économie, pour le ministère de l'agriculture, et au détriment des autres ministères. Quelle est la nécessité aujourd'hui, Eric, d'évaluer connaissant la manière, justement, ce gouvernement souminois? Contrairement à mon ami Amédée, moi je trouve que c'est une nécessité. Nous savons comment est-ce que les acteurs politiques... Oui, parce que chez nous, il faudrait quand même faire bouger les acteurs qui sont en train de prendre des décisions qui, quand même, nous renvoient à notre destinée, qui sachent quand même qu'il y a une sorte d'évaluation. Comme ça, chacun se dirait, mais tiens, je viendrai par là pour tourner les pouces. J'évoque par exemple aujourd'hui le secteur du transport. Notre population en souffre, particulièrement pour Kinshasa. Est-ce qu'il fallait, je prends un cas, il fallait nous demander à suivre des lignes ici, marquer tout ça, plutôt que de nous créer des routes viables et puis
que l'on puisse utiliser ces voies secondaires-là. Les gens qui arrivent de Massina pour le centre-ville, de Lupin, etc. C'est une souffrance en plus. Et puis, il y a des gens qui... Côté balle, le ministre des Transports. Ah ben, ça va de soi. Hein. Notre population n'est pas dupe. Nous voyons comment est-ce que les gens souffrent. Moi, je suis à Lingouala, 24 novembre. Mes enfants étudient à Fatima. Mais moi qui mettais 7 minutes, 10 minutes, aujourd'hui, j'en mets 40 minutes. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Pourquoi faut-il nous donner des... En fait, il ne faut pas faire croire à la population qu'on va recréer l'eau chaude. L'eau chaude existe déjà. Ici, le problème, c'est que la population a accru pendant que les infrastructures n'ont pas suivi. Nous devons faire un effort de plutôt recréer des bonnes infrastructures pour contenir la population. Évaluation pour aboutir à quoi, ma question? Évaluation pour aboutir à des sanctions. Parce que je pense que la sanction pourrait faire en sorte que celui qui travaille bien puisse être sanctionné positivement pour rester, et celui qui travaille mal puisse être écarté de l'équipe pour que l'on puisse avoir de l'efficacité. Les mauvaises décisions doivent être bannies pour prioriser les bonnes décisions en faveur de notre population. Est-ce que dans ce pays, les évaluations se font sans complaisance? S'il faut parler évaluation, déjà. Soit qu'avec votre bénédiction, vous allez permettre, je vais évoquer cette question en quelques secondes pour évoquer un élément essentiel, le quatrième sujet que moi je trouve très pertinent, surtout pour le Congo. On en parlera. Sur la question de l'évaluation, par exemple, moi je pense que j'ai toujours décrié, il faut une évaluation à mi-parcours régulièrement. Pourquoi? Il remet sur la sellette les besoins des résultats. La culture des résultats et l'existence. L'évaluation est un élément essentiel et crucial dans la gestion, surtout dans notre contexte. Il ne faudra pas qu'un ministre, à la limite, je comprends le souci des ventilations évoqué par Amédée, qui a peut-être eu moins que les autres, mais dans le moins qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a fait? Et l'évaluation est une occasion pour lui de pouvoir faire en sorte de retrouver l'équilibre. Est-ce que je devrais avoir ça? Je n'ai pas fait ça. En fonction des résultats, cette gestion du type basée sur les résultats peut exister, peut booster les autres. Pour moi, je ne trouve pas de problème. Moi, je suis d'accord avec cette évaluation, mais l'évaluation doit aboutir à des sanctions si jamais il y a de méfaits en interne. De quelle nature? De nature, pourquoi? Lui demander de sa démission. C'est logique. Quand tu ne sais pas faire quelque chose, demandez-lui sa démission. S'il n'arrive pas à travailler avec les ressources lui données, demandez-lui sa démission, remplacez-le. Mais oui. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, papa. Je voulais profiter... Amédée, tu n'es pas très d'accord avec... Vous savez, à l'université, on m'a enseigné que les remaniements ministériels, c'est une forme d'instabilité politique. On évalue alors tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et chaque 6 mois, vous remaniez le gouvernement. Mais c'est une instabilité politique et avec des implications que vous ne pouvez pas calculer. Je peux profiter de mes quelques secondes? Je peux profiter de mes quelques secondes? Non, on n'a pas fini. Justement. Je sais que vous voulez parler de la COP 29. Oui. On va accorder un peu de temps sur ça. D'abord, il a choisi le mauvais concept. On ne parle pas de remaniement. Mais remanier, c'est la composition d'un gouvernement. Vous savez, ce qui nous tue aussi à un moment donné, c'est le politiquement correct. On évalue pour aboutir à quoi? Regarde, je reviens sur ce que je dis. Ce qu'il dit, c'est peut-être ce qu'on a dit à l'école, ce qu'on nous dit que c'est une preuve d'instabilité, mais je pense qu'à un moment donné, nous, on a besoin de cette forme d'instabilité pour refaire la mentalité de ceux qui pensent que quand on est ministre, on gère comme bon le semble. On ne parle pas de remaniement. Et puis quand on parle d'évaluation ici, il y a des sursis. Mais quand il y a 10 minutes, tu dois quitter le gouvernement. Tu vas parler de quoi? Permets-moi d'achever mon idée et puis vous allez me contredire. Hein? Regardez. C'est-à-dire que l'évaluation... Voilà, 10 ministres sortent du gouvernement. Vous faites quoi? Non, s'il vous plaît. L'évaluation ici est trimestrielle. On se rend compte que Guichunga fait ça. Avant la sanction définitive des pouvoirs, il y a plusieurs procédures. Il y a le blâme, il y a l'interpellation et autres. On arrive ici, vous n'avez pas bien fait, vous avez été mal coté, voilà l'échéance. Cette fois-là, il faudra corriger. Quand on se rend compte... C'est la première évaluation, vous ne parlerez pas de ça. C'est la toute première évaluation. Non, ce n'est pas la première évaluation, en ce que je sache. Il y en a eu? Non. Non, s'il vous plaît. Il y en a eu des notes, mais regardez. Je crois que quand les chefs de l'État en a parlé, il veut évoquer une autre manière d'évaluer. Parce que l'évaluation interne, au cœur de l'exécutif, existe. Je crois que Matata l'a instauré depuis un certain moment. Ils ont même, comment on appelle ça, ils ont signé, comment on appelle, l'acte d'engagement. L'acte d'engagement, des histoires comme ça. C'est-à-dire qu'on évalue quelqu'un au cas par cas. Mais ici, l'évaluation, je pense à mon sens... Prenons les ministères clés, rapidement. Les ministères Finances. Par exemple, le ministère des Finances aujourd'hui. Rapidement. Il faut veiller si il est à même de pouvoir évaluer ensemble. Oui, mais juste évaluer ensemble. Oui. Vous me demandez à moi d'évaluer. Allez-y, puisque vous êtes... C'est impossible d'évaluer. C'est impossible pour moi d'évaluer le ministère des Finances sans avoir tous les éléments sur la table. Ce que je sais, ce sont des éléments d'annonce. Il faudra qu'un évaluateur, c'est combien il a eu. Parce que j'évalue pas seulement son action en tant qu'argentier, mais j'évalue aussi en tant que gestionnaire de ressources de l'État.
une évaluation qui a été faite avec le transport ici. Oui, mais ça, c'est peut-être... Ça, c'est pas une évaluation, je crois que c'est un constat qu'il a fait. C'est pas une évaluation. Une évaluation exige un certain nombre d'éléments. Combien de bâtons échoués dans nos lacs, dans nos fleuves ici? Évaluons un tout petit peu. Si vous voulez évaluer, le prochain samedi, revenons avec des éléments, on va évaluer. Non, au fait, comme je l'ai dit, moi, de manière superfétatoire. Non, moi, je ne veux pas aller dans ce sens-là. C'est pourquoi je dis que j'attends voir comment ça va se passer, parce que j'estime que ça sera pour quelle finalité? Si la finalité serait, par exemple, même si pour la première évaluation, on donne des conseils au sectoriel pour lui dire que voilà, il faut améliorer et tout, mais à la deuxième évaluation, s'il n'a pas amélioré, il faudra on le met à la porte. Oui. C'est une forme d'instabilité politique. Regardez déjà. Regardez un incompétent dans un gouvernement, c'est une forme de stabilité politique, vous voulez me faire croire. À un moment donné, un État comme la RDC, on doit arriver à ces mesures-là. Il n'est pas compétent, mettez-le dehors. Qu'est-ce que nous, on a à foutre de la stabilité politique qui n'apporte aucun résultat? À un moment donné. Mais mon cher Gardi, ça, c'est une vérité de fait. Tu sais, regardez notre niveau de développement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut parler? D'une incompétence généralisée, alors. Oui, notoire. Mais prenez le temps de choisir les bonnes personnes en amont, pour ne pas tomber dans cette instabilité politique. Donc, mais aussi, quand on dit choisir les bonnes personnes, quand vous parlez de choisir les bonnes personnes, les personnes qui sont là sont professeurs d'université, pour la plupart, qui sont passés par autre chose. Mais qui ne sont pas pour autant bonnes pour la gestion de la chose. On constate qu'à l'exécutif, il n'est pas bon. Renvoyez-les à l'université. C'est simple comme bonjour. La République démocratique du Congo, pays solution. Ah ben oui, on en parle depuis plusieurs années. Et la COP29 qui se tient à Bankou va encore le confirmer. Gardi Diana, vous avez voulu avoir quelques minutes pour en parler. Vous avez vos minutes. En tout cas, je crois que je veux interpeller aujourd'hui le gouvernement congolais parce que cette COP29 a pour une particularité ce qu'on appelle la COP du financement. Je sais que depuis toujours, il y a beaucoup de difficultés, notamment les objectifs chiffrés qui posent un problème, qui a des retards à être atteints. Mais je pense que la RDC peut jouer une carte importante, mais pas seule. Il faut engager une dynamique. On a eu la chance, lors de la COP de Paris, d'avoir la présidence des pays, je crois, en voie de développement, avec Tossi Panou à l'époque, qui était ministre de l'Environnement. Mais malheureusement, on n'a pas su aboutir à des résultats. Et non, qui était coordonnateur d'un projet de l'environnement. Merci. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à la croisée du destin. C'est autour de ces rassemblements qu'on pourra faire valoir notre statut des pays solutions. Faudra qu'à la limite... Il faut quel discours, parce que ça devient comme... Non, il ne faut pas des discours. Pays solutions, on en parle. Et puis je ne suis pas dans la dynamique du discours. Je suis dans la dynamique du factuel. Il faudra qu'on arrive avec des exigences palpables et réelles. Il faudra qu'on arrive avec une feuille de route bien définie. Il faudra qu'on engage une dynamique, je ne sais pas moi, régionale, sous-régionale, je ne sais pas. Il faudra qu'on fasse comprendre au monde entier qu'aujourd'hui, on a de quoi atteindre l'objectif de la réduction à 1,5 degrés Celsius de réchauffement. Il est possible, c'est faisable, mais il ne faudra pas qu'on nous ampute de nos ressources. Et je crois que c'est un élément essentiel. Aujourd'hui, l'idée, c'est que les objectifs chiffrés atteignent exactement les 100 milliards. Comme ça a été prévu depuis toujours, malheureusement, ce n'était pas atteint. Et je crois que dans ces ressources-là, la RDC ne peut pas, encore une fois de plus, en sortir même réduit et voir des États comme l'Afrique du Sud et les autres s'étailler la part belle, alors que la vraie solution, c'est nous. Est-ce que la RDC tire déjà profit de son positionnement comme pays solution? Non, pas du tout. Non, en fait, jusque-là, malheureusement, on n'a pas encore tiré profit de l'avantage que nous donnons, que nous faisons bénéficier à l'humanité toute entière du fait de nos forêts, du fait de nos d'immenses eaux douces que nous avons et de nos les tourbières et consorts. Vous savez, ces combats durent depuis une vingtaine d'années. C'est pourquoi moi je pense, je regarde l'optimisme de mon ami Gardi avec beaucoup de méfiance parce que je me dis, il ne suffit pas d'aller avec une feuille de route bien définie pour prétendre avoir quelque chose. On l'a fait depuis toutes ces années et on a récolté que dalle, rien du tout, jusqu'ici. Moi, je pense que nous n'avons pas, mon regard à moi, c'est que nous n'avons pas suffisamment de biceps jusque-là
pour exiger à cette communauté internationale de nous rétribuer au niveau, à la hauteur de ce que nous, en tant que deuxième poumon écologique du monde. On n'a pas assez de biceps, c'est comme ça, on n'a pas réussi à avoir beaucoup de fonds climat dans ce secteur. Regardez par exemple au Brésil, avec Lula. Lula, il a fait le chantage à la communauté internationale. Vous me donnez l'argent, sinon je coupe le bois. Et souvent, on lui donnait des milliards et des milliards. Nous, jusque-là... Non, oui, mais on n'a pas cette façon. Non, voilà. J'ai aimé développé par la première ministre récemment en Allemagne. Lui, au moins, il a tiré épingle du jeu. Le Brésil a eu à recevoir qu'on puisse tirer aussi l'épingle du jeu. Nous n'avons pas suffisamment de biceps pour le faire. C'est pourquoi mon regard à moi, c'est que, en fait, c'est quoi? Les forêts, ce sont des ressources. L'eau douce que nous avons dans nos lacs et tout, ce sont des ressources. Il nous revient à nous d'exploiter durablement ces ressources-là pour en tirer profit. Est-ce que vous savez, Guichon, chaque mètre cube d'eau que le fleuve Congo jette dans l'océan, c'est une perte. Si ce mètre cube d'eau n'a pas servi à l'irrigation, n'a pas été mis dans une bouteille pour que... C'est une perte. Et combien d'années, depuis que Dieu a créé ce monde, depuis que nous sommes sur cette terre, nous regardons nos ressources comme ça. Exploitons ces ressources, tirons le profit de ces ressources. Parce que la communauté internationale, là, ce n'est pas des enfants de cœur. On finit avec de manière durable. Chef Gardi, il y a un auteur là, il est de West Afrique, là, Ferdinand Oyono, qui a parlé de vieux Meka et la médaille. Vieux Meka, nègre et la médaille. C'est-à-dire que les Occidentaux, le grand pollueur là, ils viendront avec leur rhétorique et tout ça. Moi, j'ai salué l'argumentaire développé par Madame la Première ministre Julie Tsoumina Tuluka lorsqu'elle est allée récemment en Allemagne. Mais seulement, j'aurais voulu que, pas seulement que ça soit elle, mais les autres corps aussi, c'est-à-dire les autres institutions, que tous nous puissions faire un effort de pouvoir transparaître une image des hommes sérieux. Ce qui nous tue aussi, c'est un peu ça. Là où les uns fournissent beaucoup d'efforts, et les autres annihilent ou arrivent à rabattre ça au bas niveau. Nous devons quand même développer une image qui pourrait faire de nous des hommes sérieux, qui peuvent aussi être capables de pouvoir tirer ce qui leur revient de droit. C'est nous qui donnons de l'oxygène à l'humanité. Ça prendra du temps. Non, non, non. Il suffit seulement que toutes nos autorités s'activent à pouvoir vraiment être une équipe de gens qui veulent tirer quelque chose de là. J'observe que même le Congo-Brazzaville tire un peu quelque chose de cela. Je note aussi que l'Afrique du Sud n'a même pas de forêt comparable à la nôtre, parce que notre cuvette centrale est occupée entièrement par la forêt dense. Mais nous devons quand même arriver par développer aussi des expertises. On a cité panneaux, mais nous devons en avoir plusieurs. Pour que, lorsqu'arrive le moment des discussions, il y en a plein, mais est-ce qu'ils ont déjà réussi à pouvoir convaincre tout le monde? Non. Il y a la donne politique et géostratégique. Mais on fait comment? C'est pas question de convaincre. Prendre conscience de la valeur qu'on a. C'est question de faire quoi? C'est prendre conscience de la valeur. Lula a réussi à avoir un peu d'argent parce qu'il avait convaincu. Non, mais pas il a convaincu. Lula avait le moyen de contrainte. Il avait les biceps. En fait, je sais pas quand on parle des biceps. Moi, je ne vais pas parler des biceps. Ça veut dire que la capacité de bouger les... Non, ce sont des ressources. Regarde, ce sont des ressources. Je ne connais personne qui nous empêcherait de déboiser nos forêts. Je ne connais pas. Nous n'avons même pas les moyens de déboiser ça, tu sais. Non, pas comment? Expliquez-moi. Mais parce qu'il y a à peine, je me rappelle 2021, c'est ce que je dis. L'approche industrielle, ça encore une fois de plus, vous allez me le dire, il suffit de trouver 2, 3, 4 partenaires, il y a des gens qui se feront sur l'occasion. Ils ne viendront pas, tu sais pourquoi? Pourquoi ils ne viendront pas? Tu sais pourquoi? Je t'explique. Non, tu sais ne m'explique pas, je sais, c'est une question rhétorique. Pourquoi ils ne viendront pas? Pourquoi? Parce qu'on est incapable de pouvoir le faire en interne nous-mêmes. Et pour ça, on a besoin de quoi? Est-ce que pour ça, il nous faut combien? Il nous faut 10 ans? Non, alors, pas du tout, pas du tout. Allez-y, rapidement. Oui, justement pour le dire. Au sommet qui avait eu lieu en juin 2023 en France, c'était le sommet pour un nouveau pacte mondial sur la finance mondiale. Et là, Lula a fait un discours pour dire que vous, là, les partenaires financiers, la banque, parce qu'il y avait la Banque mondiale, le FMI, toutes les banques multilatérales, il dit, vous avez mis en place un système où les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. Nous voulons que ça change. Parce que jusque-là, ce système-là n'a pas marché. Et il a dénoncé cette inertie de la communauté internationale. Donc, moi, je dis,
on peut avoir des feuilles de route bien définies et tout. De l'autre côté, ils n'ont pas cette volonté. Et comme ils n'ont pas cette volonté, comme ils n'ont pas cette volonté, ce qu'il faut faire, c'est que nous organiser pour exploiter nos ressources de manière tout à fait durable, mais exploiter les ressources de manière à en tirer profit. Par exemple, en tournant le dos à tous ces forums qui s'organisent, en tournant le dos également au lieu de reboiser, il faut déboiser. On appelle à être sérieux à l'interne. Ça serait de continuer à être signataire de ce pacte de Paris. Il faut, comme les États-Unis avec la menace de Trump, se retirer. Est-ce que ça sera une conclusion pour vous? Non, moi, c'est pas... Non, ça allait quand même à l'extrême. Non, vous êtes sérieux à l'interne. Non, c'est même une caricature qu'il est en train de faire. On ne peut pas être membre de la COP et fonctionner à vase clos. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes le deuxième pouvoir avec le droit de regard de tous les autres et se permettre d'utiliser vos ressources, quoique la connotation de manière durable. Les durables, c'est pas ça. Mon cher Gardi, je crois que la meilleure des choses à faire aujourd'hui, cher Eric, c'est que la question est simple. Il faudra qu'on trouve un moyen, il faudra que le gouvernement, c'est pourquoi je dis pas seul. L'État congolais, en fait, le Congo a la possibilité d'engager une dynamique continentale avec des intérêts bien définis. Quand je parle de la feuille de route, c'est pas arriver avec des intentions, avec des discours. Nous, on veut ça, on veut ça, on veut ça. En géostratégie, il ne faut pas seulement demander des choses, il faut avoir la possibilité de contraindre les autres à bout de donner. Il a parlé de ça. Je préfère pas l'expression Non, mais il a dit autrement. Moi, je préfère. Moi, j'utilise l'autre expression. On finit. On doit finir cette émission. Aujourd'hui, en réalité, on finit par comprendre que politiquement, l'RDC, si on ne va pas monopoliser la parole là, mais politiquement, on ne peut rien exiger là-bas. Donc, utilisez juste les ressources. Ça veut dire que c'est retirer de cette dynamique. Une phrase pour répondre à Gardi Diana, il dit en faisant quoi? Vous savez, l'RDC, c'est 145 millions d'hectares de forêt. Vous avez 5 secondes. Et comme on a une telle potentialité, nous devons exploiter, en principe, on devait exploiter 10 millions de tonnes de grumes chaque année. Jusque-là, on n'exploite que 233 000. Puisque ça a été dit clairement, ici, autour de cette table, et Gardi l'a même souligné, le mot qui va servir pour la fin de cette émission. Il faut mettre fin à ces partenariats et nous mettons plutôt fin à cette émission. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.